Le jour où mon salaire a été projeté sur l'écran d'une salle de conférence comme s'il s'agissait de la preuve d'un crime, l'homme qui dirigeait la réunion pensait qu'il réduisait les coûts. Il n'avait aucune idée qu'il venait de détruire la confiance qui avait maintenu l'entreprise en vie pendant 15 ans. Je me souviens encore du sentiment exact que j'ai ressenti en voyant mon nom apparaître sur le grand écran de cette salle de conférence. Ce n'était pas lors d'une cérémonie de remise de prix, ni lors d'une évaluation de performance, ni pour célébrer ce que j'avais accompli. Mon nom était placé à côté de mon salaire, de la structure de mes bonus, et d'un petit graphique froid qui réduisait toute ma carrière à un chiffre attendant d'être diminué. Marcus Reed, le nouveau directeur financier d'Ironbridge Manufacturing, se tenait en bout de table avec la posture d'un homme convaincu d'être venu sauver l'entreprise de sa propre stupidité. Il m'a regardé, puis a regardé tout le monde, et a dit que ma rémunération était indéfendable. La phrase n'était pas forte, mais elle a résonné comme une gifle. 19 personnes étaient assises autour de la table polie, et aucune d'elles n'a parlé. J'ai entendu le bourdonnement du projecteur, le bruissement des papiers, quelqu'un s'éclaircir la gorge, car me regarder directement aurait exigé du courage. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas précipité pour me défendre. Un calme très froid m'a plutôt envahi. À cet instant, j'ai compris que Marcus ne m'avait pas seulement insulté. Il avait insulté le travail, la crédibilité et les relations qui avaient maintenu Ironbridge en vie pendant des années. Certaines entreprises survivent grâce à leurs équipements. Certaines survivent grâce à leurs capitaux. Ironbridge survivait parce que les clients nous faisaient confiance, et la femme assise en silence près du bout de cette table était la personne qui avait protégé cette confiance. Marcus pensait m'apprendre ma valeur sur le marché. Il ignorait qu'il venait de commettre une erreur que l'argent ne pourrait pas réparer facilement. Il avait publiquement humilié la personne qui avait construit le pont entre l'entreprise et ses revenus 15 ans plus tôt. Quand j'ai rejoint Ironbridge Manufacturing, il n'y avait rien de prestigieux dans cet endroit. L'entreprise luttait pour traverser une transition difficile de la fabrication industrielle vers les composants aérospatiaux, et presque tous les départements fonctionnaient sous une pression constante. Je n'avais pas été embauché pour m'asseoir dans un beau bureau ou signer des contrats bien ficelés sous des lumières flatteuses. On m'avait fait venir parce que personne d'autre ne voulait gérer le chaos de se tenir entre les ingénieurs, les fournisseurs, les clients de la défense et les petits ateliers d'usinage qui produisaient les pièces minuscules que personne ne remarquait jusqu'à ce qu'un moteur d'avion en dépende. Mon travail consistait à écouter ce que les autres étaient trop impatients pour écouter, à expliquer ce que les autres voulaient éviter, et à rester calme quand la chaîne de production d'un client était à un retard d'expédition de s'arrêter. Année après année, je suis devenu le pont entre l'ingénierie et les revenus, entre les promesses écrites dans les contrats et la réalité difficile et poussiéreuse de la tenue de ces promesses sur les sols des usines. J'ai appris les habitudes de chaque client. Je savais qui devait être appelé avant que les mauvaises nouvelles ne leur parviennent par les voies officielles, qui n'approuverait pas une commande à moins que je ne visite personnellement l'usine avec lui, et qui paniquerait à moins qu'un retard ne soit expliqué dans un langage clair et honnête. Mon titre était directrice principale des partenariats clients stratégiques, mais ce que je faisais vraiment, c'était protéger Ironbridge de ses propres angles morts. Je ne vendais pas seulement des pièces. Je vendais de l'assurance. Cette assurance s'était construite au prix de nuits blanches, de vols en urgence, d'appels téléphoniques en dehors des heures de bureau, et de milliers de détails qui n'apparaissaient jamais sur un tableau de rémunération. Ce n'était pas un travail glamour, mais c'était le genre de travail qui maintenait l'entreprise debout. J'en tirais de la fierté, même quand personne ne pensait à me remercier. Pendant longtemps, cela a suffi. L'année précédant l'arrivée de Marcus, Ironbridge a atteint 500 millions de dollars en contrat annuel. Des emails à l'échelle de l'entreprise ont été envoyés, remplis de phrases bien tournées sur la croissance, l'alignement et la vision stratégique. Je lisais ces messages tout en examinant déjà les calendriers de renouvellement pour le trimestre suivant, car je savais que ce chiffre n'était pas apparu par magie. Il avait été créé par toutes les fois où j'avais tenu parole quand les choses allaient au plus mal. Pour les clients d'Ironbridge, je n'étais pas juste un nom de contact. J'étais la personne qu'ils appelaient quand une commande menaçait de perturber la production, la personne en qui ils avaient confiance quand ils avaient besoin d'une réponse sans excuse. Et le visage humain derrière les engagements que l'entreprise adorait prendre mais ne savait pas toujours comment honorer. Un jour, un PDG m'a dit qu'il ne faisait pas vraiment affaire avec Ironbridge. Il faisait affaire avec moi. À l'époque, j'ai souri, car la loyauté m'empêchait de trop réfléchir à ce que cela signifiait. Mais la vérité était là depuis le début.
42% du total des contrats de l'entreprise se trouvaient dans le portefeuille que je gérais personnellement, non pas parce que j'avais manipulé qui que ce soit, mais parce que j'avais passé 15 ans à prouver que quand Ava Morgan disait qu'elle s'occuperait de quelque chose, cela serait réellement fait. Si vous avez déjà été sous-estimé, même alors que vous étiez la personne qui empêchait discrètement tout de s'effondrer, commentez le chiffre 1 pour que je sache que vous comprenez ce sentiment. Je croyais autrefois que les résultats parleraient d'eux-mêmes. Je croyais que les personnes au sommet sauraient reconnaître la différence entre une dépense salariale et un moteur de revenus. Puis Marcus Reed est arrivé avec des feuilles de calcul assez tranchantes pour couper, et j'ai commencé à réaliser que tout le monde n'a pas l'intelligence de distinguer le coût de la valeur. Certaines personnes ne voient que ce qui peut être réduit. Elles ne comprennent jamais ce qui doit être protégé. Marcus Reed est arrivé chez Ironbridge avec l'attitude d'un homme convaincu d'être né pour corriger les erreurs de tous les autres. Il venait d'un cabinet de conseil connu pour ses redressements axés sur la réduction des coûts, et dès sa première semaine, il a commencé à parler de ramener l'entreprise vers un alignement adéquat sur le marché. Dans le langage de Marcus, l'alignement sur le marché semblait neutre, raisonnable, voire moderne. Mais j'avais passé assez d'années dans la vie d'entreprise pour savoir que de telles phrases deviennent souvent des couvertures élégantes pour couper ce qui est le plus facile à voir. Il parcourait les départements avec un sourire calculé, serrant la main de personnes dont il ne prendrait jamais la peine de retenir les noms, posant des questions qui semblaient pointues jusqu'à ce qu'elles révèlent à quel point il comprenait peu le fonctionnement réel de l'entreprise. Quand il s'est arrêté dans mon bureau, il a étudié les récompenses sur mon mur comme un auditeur étudie des documents suspects. Il m'a appelé celle qui murmure à l'oreille des clients, à moitié un compliment et à moitié une insulte, puis a dit que l'entreprise allait évaluer les rémunérations pour s'assurer que le rendement était correctement aligné sur les coûts. J'ai su immédiatement que j'étais devenu une cible. Les gens comme Marcus n'enquêtent pas pour comprendre. Ils enquêtent pour justifier ce qu'ils ont déjà l'intention de faire. Il n'avait jamais assisté à une réunion de bilan client avec moi. Il ne savait pas comment les crises étaient désamorcées. Il ne comprenait pas pourquoi un simple appel téléphonique de ma part pouvait préserver un contrat valant des millions. Pour Marcus, tout ce qui était important devait tenir dans une cellule de feuilles de calcul. Pour moi, les choses les plus importantes vivaient entre les lignes que les feuilles de calcul ne pouvaient pas capturer. La confiance, l'histoire, la crédibilité et l'autorité tranquille construite au fil des ans lui étaient invisibles. Cette cécité le rendait dangereux, car un imbécile confiant doté d'une autorité exécutive peut faire plus de dégâts qu'un ennemi honnête. Dès sa 3e semaine, l'atmosphère au sein de l'entreprise avait changé. Des feuilles de calcul anonymes ont commencé à circuler, comparant les salaires, les titres, les chiffres de performance et les moyennes du secteur, comme si chaque employé était un produit sur une étagère attendant d'être réétiqueté. Personne ne disait ouvertement que Marcus était derrière tout ça, mais aucun d'entre nous n'était assez naïf pour croire que c'était accidentel. Les conversations se sont réduites à des murmures. Les chefs de département qui avaient l'habitude de parler avec assurance sont devenus douloureusement prudents lors des réunions. Les gens hochaient la tête pendant les discours de Marcus sur les opérations allégées parce que tout le monde savait que défier un nouveau directeur financier était le moyen le plus rapide de devenir son prochain exemple. J'ai observé tout cela avec un mélange de tristesse et de lucidité. Il ne voulait pas simplement réduire les coûts. Il voulait créer un nouvel ordre dans lequel la loyauté signifiait l'obéissance, et où la valeur d'une personne pouvait être compressée en un chiffre négociable. Sa première newsletter interne s'intitulait « Construire un avenir plus allégé » et regorgeait d'un langage soigné sur la performance, le recalibrage et la responsabilité fiscale. Enfouie au milieu se trouvait une phrase indiquant que les rôles dont la rémunération est supérieure au marché serviront d'exemple pour une correction opérationnelle. J'ai lu cette phrase plus d'une fois et j'ai su qu'il parlait de moi. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà vu quelqu'un être transformé en sacrifice pour la campagne de pouvoir d'une autre personne, laissez un j'aime sur cette vidéo, non par pitié pour moi, mais comme un rappel que certaines coupes ne semblent intelligentes que parce que l'arrogance sait comment s'habiller dans le langage de l'entreprise. Marcus ne construisait pas une entreprise plus forte. Il créait de la peur et appelait cela de la discipline. Il confondait le silence avec l'accord, et pire encore, il prenait l'instinct de survie des gens pour la preuve qu'il avait raison. J'avais déjà vu des cadres comme lui, mais je n'en avais jamais vu un viser avec autant d'assurance la chose même qui maintenait l'entreprise en vie. La réunion qui a tout changé a eu lieu un jeudi après-midi de fin mars. Marcus l'a appelé une session d'alignement stratégique de la direction, un titre tellement pompeux qu'il aurait dû m'avertir que quelque chose de désagréable m'attendait. Je suis entré dans la pièce juste avant 15 heures avec un café à la main,
préparé à une autre leçon sur la façon de réduire les coûts sans faire de compromis sur la qualité. Mais au moment où j'ai vu le projecteur déjà allumé, un poids s'est installé dans ma poitrine. La diapositive de titre indiquait « Efficacité opérationnelle par l'alignement sur le marché ». 19 personnes étaient déjà assises autour de la table, chacune affichant l'expression prudente et neutre de quelqu'un déterminé à ne pas être entraîné au centre de la tempête. Marcus se tenait devant, sans veste et les manches retroussées, ayant l'air d'être sur le point de pratiquer une intervention chirurgicale majeure sur l'entreprise. Il a commencé d'une voix calme en disant que la direction devait s'attaquer à un déséquilibre critique entre la rémunération et la contribution. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la climatisation au-dessus de nous. Puis il a cliqué sur la diapositive suivante. Mon nom est apparu en lettres grasses. En dessous se trouvait mon titre, mon salaire, la structure de mes bonus et un graphique coloré me comparant aux références de l'industrie. Pendant plusieurs secondes, mon esprit a refusé d'accepter ce que je voyais. J'avais fait face à des clients en colère, à des retards d'expédition, à des échéances non respectées et à des contrats au bord de l'effondrement. Mais personne, au sein de l'entreprise que j'avais servie pendant 15 ans, n'avait jamais affiché ma rémunération devant une salle pleine de cadres comme s'il s'agissait de la preuve d'une faute. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais mes mains sont restées immobiles sur la table. Je me suis dit de ne pas lui donner la scène qu'il voulait. Les bourreaux se nourrissent souvent de la douleur visible, alors je lui ai offert le silence à la place. Marcus a pointé du doigt le chiffre à l'écran et a dit que c'était un parfait exemple d'inflation des coûts au niveau de la direction. Il l'a dit légèrement, presque cliniquement, comme s'il décrivait une erreur système plutôt que de transformer une femme réelle en cible devant ses pairs. Les regards autour de la table ont commencé à se détourner de moi. Paul Grayson des opérations a baissé les yeux vers son dossier. Le responsable des achats a fait tourner un stylo entre ses doigts. Quelques personnes ont fait semblant de relire la diapositive, même si tout le monde savait que la vraie chose à observer n'était pas sur l'écran. C'était la cruauté qui se déroulait dans la pièce. Marcus a continué en disant que ma rémunération était 50% au-dessus du prix du marché. Selon ces critères, mon rôle devrait se situer quelque part entre 180 000 et 200 000 $ par an, alors que l'entreprise me payait plus de 320 000 $. J'ai entendu chaque mot comme s'il lisait un acte d'accusation. 15 années de gestion de crise, de fidélisation de la clientèle, de construction de relations et de confiance avaient été compressées en un seul chiffre rouge. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai dit très calmement que cette discussion serait plus appropriée en privé. Marcus a souri. Ce sourire m'a rappelé les gens qui croient que s'ils appellent la brutalité et transparence, elle devient respectable. Il a répondu que ce n'était pas personnel, juste de la transparence professionnelle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai compris que ce n'était pas du tout de la transparence. C'était une exécution publique déguisée en présentation. Et lorsqu'un dirigeant a besoin d'humilier une autre personne pour démontrer son autorité, cela ne prouve pas que la cible est faible. Cela prouve que le dirigeant manque de confiance en lui. Je n'ai pas dit tout cela à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Le silence dans cette pièce savait déjà ce qui se passait. La diapositive suivante était encore plus froide. Marcus a présenté mon plan de rémunération révisé comme s'il s'agissait d'un plan de sauvetage, une réduction de 43% du salaire de base, un plafond de bonus fortement réduit, et la suppression de mon budget de déplacement. J'ai regardé ces lignes et je pouvais presque entendre les relations clients commencer à se fissurer, même si Marcus ne le pouvait pas. Il a déclaré que cet ajustement ferait économiser à l'entreprise environ 120 000 $ par an. Quelques personnes autour de la table ont hoché la tête mécaniquement, de la manière dont les gens hochent la tête lorsqu'ils essaient de survivre plutôt que lorsqu'ils sont vraiment d'accord. Au fond de moi, le premier choc s'est dissipé pour laisser place à une lucidité vive et constante. J'ai compris que Marcus ne ciblait pas seulement mon salaire, il envoyait un message à tout le monde, personne n'était trop haut placé, trop précieux ou trop respecté pour échapper au nouvel ordre. Il m'a choisi parce que je représentais l'histoire d'Ironbridge, trop expérimenté, trop connecté, ayant trop de confiance, et trop en dehors de son contrôle. Je me suis légèrement penché en avant et j'ai dit de la voix la plus assurée que je pouvais trouver que les 120 000 $ qu'il voulait économiser représentaient moins d'un dixième de 1% des revenus que je gérais personnellement. La pièce est devenue silencieuse. Marcus n'avait aucune réponse sensée car il avait des graphiques, mais aucune compréhension. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la valeur, le respect de soi et ce genre de silence qui oblige les personnes arrogantes à payer leur propre prix. Je suis resté assise pendant le reste de la réunion,
mais à l'intérieur de moi, une porte s'était déjà fermée. Marcus pensait m'avoir rabaissé. En réalité, il m'avait aidé à réaliser que j'étais devenue trop grande pour cette pièce bien avant qu'il n'y entre. À la fin de la réunion, je ne me suis pas précipité dehors, je n'ai pas claqué la porte, et je n'ai pas laissé couler de larmes devant des gens qui avaient choisi le silence. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et je suis resté assis immobile jusqu'à ce que je n'entende plus que le bourdonnement du climatiseur au-dessus de moi. Sur mon bureau, il y avait des cartes de clients collectionnées au fil des ans, des notes de remerciements manuscrites, des photos de visites d'usine, et une petite récompense que j'avais reçue après avoir sauvé un accord que tout le monde croyait déjà perdu. J'ai regardé ces choses et j'ai vu que ma vie professionnelle n'avait jamais existé sur la diapositive de Marcus. Elle existait dans les moments où je répondais au téléphone après minuit, dans les fois où je prenais des vols de nuit pour me tenir aux côtés d'un client quand il avait besoin de fiabilité, dans les fois où j'apaisais la peur avec des faits plutôt qu'avec des promesses en l'air. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait défiler ma liste de clients. 127 contacts. Chacun était un fil du réseau que j'avais tissé de mes propres mains. Ensuite, j'ai ouvert un dossier appelé Opportunités où j'avais conservé les offres que j'avais déclinées par loyauté envers Ironbridge. Il y avait un email d'Evelyn Hart, PDG de Northstar Aerospace, envoyé 8 mois plus tôt. Elle y écrivait qu'elle admirait mon approche de la stratégie client à long terme et voulait que j'envisage un poste de direction. Lorsque je l'avais reçu, j'avais poliment refusé parce que je me sentais encore engagé envers Ironbridge. Cet après-midi-là, en relisant ces mots, j'ai compris à quel point la ligne peut être mince entre la loyauté et l'emprisonnement volontaire. Il y a un moment où l'humiliation cesse de blesser et commence à clarifier les choses. Le mien est arrivé à 15h42 dans le bureau où j'avais passé trop d'années à faire passer l'entreprise avant moi-même. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de permission pour quitter un endroit qui avait cessé de me voir clairement. Ils n'avaient pas seulement réduit ma rémunération, ils avaient réduit leur propre droit à ma loyauté. J'ai commencé à rédiger ma lettre de démission avec un calme qui m'a surprise moi-même. Il n'y a eu aucune accusation, aucune menace, aucune ultime tentative de leur faire comprendre, juste quelques courtes lignes, professionnelles et définitives. J'ai écrit qu'après un examen attentif de la discussion sur la rémunération de ce jour, je démissionnais d'Ironbridge Manufacturing System avec effet immédiat. J'ai remercié l'entreprise pour ses années de collaboration et lui ai souhaité un succès continu dans ses initiatives d'efficacité. Chaque mot était poli, mais sous cette politesse se cachait une porte qui se fermait sans avoir besoin de faire de bruit. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé à Marcus, à l'équipe de direction et aux ressources humaines. L'email a quitté ma boîte d'envoi juste avant 16h. Je l'ai regardé disparaître et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine enfin expirer. Je n'ai emporté que très peu de choses, quelques photos, une petite récompense et un carnet de notes sur les clients qui m'appartenaient légalement. Personne ne m'a arrêté. En fait, la plupart des gens évitaient de croiser mon regard. Peut-être étaient-ils gênés. Peut-être avaient-ils peur. Peut-être ont-ils compris ce que Marcus n'avait pas compris quand je suis sorti. C'était plus qu'une simple employée qui partait. Une partie de la mémoire opérationnelle de l'entreprise partait aussi. Vers 16h30, j'étais assise dans ma voiture, regardant les lumières de Houston se brouiller à travers le pare-brise. Mon téléphone a sonné. C'était Evelyn Hart. Sa voix était basse, claire et cachait à peine sa colère lorsqu'elle m'a demandé si ce qu'elle avait entendu était vrai. Je lui ai dit que c'était vrai. Ils appelaient ça l'alignement sur le marché. Evelyn a fait une pause de quelques secondes, puis a dit « Nous devrions nous assurer que je n'ai plus jamais à entendre cette phrase ». Elle a demandé si je pouvais venir au bureau de Northstar lundi matin. Je lui ai dit que j'y serais à 9h. Ce soir-là, assise à la table de ma cuisine, je ne me sentais pas vaincu. J'avais l'impression de venir de quitter un endroit qui ne méritait plus mon dévouement. Le vendredi soir, la nouvelle de ma démission s'était répandue au sein d'Ironbridge plus rapidement que n'importe quelle annonce officielle n'aurait pu le faire. Je n'avais même pas encore enlevé mes chaussures que mon téléphone s'est mis à s'allumer. Le premier message venait de Daniel West, le vice-président des contrats. Il m'a demandé si j'avais vraiment démissionné et a dit que Marcus agissait comme si ce n'était pas grand-chose. J'ai fixé le message pendant un long moment, mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas devenir le centre d'une crise qu'ils avaient eux-mêmes créée. Le deuxième appel venait de Thomas Blake de Sterling Aerotech, l'un des plus gros clients d'Ironbridge. Sa voix était serrée par l'incrédulité lorsqu'il m'a demandé si je ne faisais vraiment plus partie de l'entreprise. J'ai fait une pause, puis je lui ai simplement répondu que oui,
j'avais démissionné cet après-midi-là. L'autre bout du fil est devenu silencieux. Puis il a soupiré. Et ce soupir portait en lui 12 ans de confiance. Il a dit qu'ils avaient travaillé avec moi, et non avec un bâtiment ou un logo. Si je n'étais plus là, il n'était pas sûr qu'ils aient une raison de rester. Je lui ai gentiment rappelé qu'en vertu de mon contrat, je ne pouvais pas solliciter de clients. Thomas a eu un petit rire amer et a dit que je n'en avais pas besoin. Il savait où il voulait emmener ses affaires. Après cet appel, mon téléphone n'a pas arrêté. 5 autres clients ont appelé en moins d'une heure, tournant tous autour de la même question, où allais-je ensuite? Ce n'étaient pas des voix transactionnelles. Elles appartenaient à des personnes qui avaient partagé avec moi des lignes de production gelées, des retards d'expédition, des urgences le week-end et des négociations tendues. À minuit, j'avais 17 messages non lus. Je n'y ai pas répondu. Non pas parce que j'étais froide, mais parce que je savais que le silence était la seule façon d'éviter d'être accusé de quelque chose que je n'avais pas fait. Ils n'avaient pas besoin que je les persuade. Leur réaction avait déjà révélé où avait toujours résidé leur loyauté. Le samedi matin, je me suis rendu dans un petit café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai essayé de lire les nouvelles du secteur avec des yeux qui avaient à peine dormi. Dans l'industrie aérospatiale, les rumeurs vont plus vite que les déclarations officielles, surtout lorsqu'elles impliquent une entreprise majeure qui vient de se saborder. Sur un forum de l'industrie, quelqu'un avait posté qu'Ava Morgan, directrice principale chez Ironbridge, avait démissionné à la suite d'un différend sur sa rémunération. Les commentaires en dessous étaient plus directs que je ne m'y attendais. Une personne a écrit que c'était une réduction des coûts qui avait mal tourné. Une autre a dit qu'Ironbridge venait de remettre son avenir entre les mains de Nordstar. Je n'ai pas ri aux éclats, mais une douce ironie m'a traversé. Marcus avait l'intention de faire de moi un exemple en interne. Maintenant, sa propre décision devenait un exemple public. Le dimanche, j'ai publié un court message sur LinkedIn disant que j'étais reconnaissante pour 15 années d'apprentissage et de croissance chez Ironbridge, et enthousiaste à l'idée de prendre un nouveau départ dans les partenariats aérospatiaux. Je n'ai attaqué personne. Je n'ai pas décrit la salle de conférence. Je n'ai pas mentionné Marcus. Mais en quelques heures, la publication a explosé. D'anciens collègues ont laissé de prudents messages de soutien. Des clients ont envoyé des messages privés. Des recruteurs m'ont contacté. Certaines personnes de l'industrie ont dit carrément qu'Ironbridge avait commis un suicide stratégique. Ce soir-là, Evelyne m'a envoyé un SMS pour me dire qu'Ironbridge paniquait parce que Nordstar avait déjà reçu des demandes de la part de 3 de leurs anciens clients concernant le transfert de contrat. J'ai posé le téléphone et je suis resté immobile pendant un long moment. Je n'avais rien fait. Je n'avais appelé personne, n'avais envoyé aucun argumentaire ni lancé aucune invitation. Et pourtant, les conséquences avaient déjà commencé à se mettre en mouvement d'elles-mêmes. C'était ce que Marcus n'avait pas compris. Lorsque la confiance est trahie, elle n'attend pas que la personne trahie lui donne la permission de partir. Le lundi matin est arrivé comme une tempête programmée. Mon téléphone n'a cessé de vibrer avant même que le ciel ne soit complètement éclairci. Des SMS, des appels en absence, des emails et des demandes prudentes de personnes de toute l'industrie ont afflué. L'un d'eux venait de Marcus. Il écrivait que nous devions parler. Que les clients contactaient l'entreprise pour faire part de leurs inquiétudes, et qu'il avait besoin que je réponde. J'ai lu l'email alors que j'étais assise dans la zone de réception de Nordstar Aerospace, en attendant qu'Evelyne vienne me chercher. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais pas responsable de sauver Ironbridge des conséquences de ses propres décisions. Quand Evelyne est entrée, elle n'a pas perdu de temps en vaine cérémonie. Elle m'a emmené dans son bureau, a posé un contrat devant moi et a dit qu'il me voulait comme directrice de la stratégie, avec pleine autorité pour construire la stratégie de partenariat client. J'ai signé d'une main ferme. Evelyne m'a regardé avec un mélange d'amusement et de respect, et a dit que j'avais provoqué un sacré tremblement de terre. Le conseil d'administration d'Ironbridge avait déjà tenu une réunion d'urgence ce matin-là. Je lui ai répondu que je n'avais rien provoqué. C'était eux. Plus tard dans l'après-midi, des captures d'écran ont commencé à arriver de la part d'anciens collègues. Des avis de résiliation officiels provenant des plus gros clients d'Ironbridge étaient envoyés les uns après les autres. Les raisons invoquées étaient polies, discontinuité du partenariat, perte de continuité stratégique, baisse de la confiance opérationnelle. La formulation variait, mais la signification était la même. Sans Ava, ils ne faisaient plus confiance à Ironbridge comme avant.
9 contrats avaient pris fin avant midi, 12 le soir venu. Chacun représentait des millions de dollars. Je n'ai pas célébré. J'ai regardé ces chiffres et j'ai vu la vérité que Marcus avait essayé de nier dans une industrie fondée sur le temps, la sécurité et la crédibilité. Les relations ne sont pas des accessoires. Elles sont des infrastructures. Le lundi soir, Marcus m'a laissé un message vocal beaucoup plus court que ses présentations. Cette fois, sa voix n'était plus soignée. Il a dit que si je coordonnais intentionnellement le départ des clients d'Ironbridge, l'entreprise intenterait une action en justice. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai effacé. Non pas parce que je prenais la loi à la légère, mais parce que je savais que je n'avais rien fait de mal. Je n'avais pas appelé d'anciens clients pour les inviter à partir. Je n'avais pas envoyé de mail, offert de mesures incitatives ni sous-entendu qu'ils devraient passer chez Northstar. J'avais simplement quitté une entreprise qui m'avait publiquement traité comme un coût excessif. Le reste relevait de la décision indépendante de personnes qui, autrefois, m'avaient accordé leur confiance. Et la confiance, ironiquement, n'obéit pas aux clauses de non-concurrence. Chez Northstar, mon intégration s'est déroulée rapidement et de manière ciblée. Evelyne n'a pas perdu de temps avec de longs discours de bienvenue. Elle a placé devant moi une liste de clients qui nous avaient contactés d'eux-mêmes et a dit que notre première priorité était de stabiliser les relations. La plupart des noms m'étaient familiers, Sterling Aerotech, Delta Forge, Crownline System, et de nombreux partenaires qui avaient survécu avec moi à des crises qui semblaient autrefois impossibles à résoudre. Lorsque je les ai contactés en respectant les limites appropriées, ils n'ont pas eu besoin d'un discours commercial. Un PDG m'a dit clairement qu'il voulait travailler avec des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, et que je ne les avais jamais laissés tomber. Je me sentais reconnaissante, mais aussi prudente. Ce n'était pas le moment de se vanter. C'était le moment de faire le travail que j'avais toujours fait, transformer la confiance en stabilité. En une semaine, ma petite équipe chez Northstar avait obtenu des engagements de la part de 16 entreprises totalisant près de 200 millions de dollars de nouveaux contrats. La direction de Northstar était stupéfaite. Pas moi. Quand la loyauté a un visage, elle suit ce visage. Le mardi matin, les dégâts subis par Ironbridge pouvaient se mesurer en chiffres qui rendaient ridicules les graphiques salariaux de Marcus. En moins de 48 heures, l'entreprise avait perdu près de 180 millions de dollars de contrats. Je n'avais pas besoin de confirmation officielle car les messages d'anciens collègues continuaient d'arriver, incrédules. Une personne a écrit que l'entreprise était en plein chaos, qu'une cellule de crise avait été mise en place, et que Marcus faisait les 100 pas dans les salles de réunion comme s'il cherchait la bonne diapositive à laquelle se raccrocher. Je l'imaginais dans la même salle de conférence où il avait affiché mon salaire, essayant probablement d'expliquer un exode de clients avec des termes comme optimisation, repositionnement ou gestion des risques. Mais les revenus ne se soucient pas du langage de protection. Ils suivent là où les clients se sentent en sécurité. Des articles spécialisés ont commencé à apparaître. L'un des titres annonçait qu'Ironbridge faisait face à une crise de fidélisation de la clientèle après le départ d'un cadre supérieur. L'article citait des sources internes anonymes décrivant une panique interne et la méfiance des partenaires. Je l'ai lu sans faire de commentaires. Marcus avait exigé de la transparence. Maintenant, il l'obtenait. Seulement, il ne contrôlait plus l'endroit où tombait la lumière. À la fin de cette semaine-là, le nombre de contrats perdus avait dépassé les 22. Les opérations étaient désorganisées, les réunions d'urgence se multipliaient et les rumeurs de licenciement commençaient à se répandre. Lors d'une courte interview, Marcus persistait à dire que l'entreprise subissait une optimisation stratégique, mais sa voix était tendue, et le marché a entendu ce qu'il essayait de cacher. Ce n'était pas de l'optimisation. C'était un effondrement enveloppé dans un vocabulaire de direction. Je n'ai rien posté à ce sujet. Je n'ai pas donné d'interview. J'ai laissé le silence faire ce qu'il fait de mieux quand la vérité est évidente. Il crée un espace pour que les conséquences parlent plus fort que n'importe quel argument. Le lundi suivant, j'ai reçu une lettre officielle du service juridique d'Ironbridge m'accusant d'avoir violé ma clause de non-concurrence par une influence indirecte sur les clients. J'ai presque ri. Non pas parce que la situation était drôle, mais parce qu'elle était tellement cohérente avec la façon dont les personnes comme Marcus réagissent lorsque le contrôle leur échappe. Ils ne se demandent pas ce qu'ils ont fait de mal. Ils cherchent un coupable. Mon avocat a répondu par une seule phrase, « Notre cliente n'a sollicité personne ». Les anciens clients d'Ironbridge semblent avoir pris des décisions commerciales indépendantes. Après cela, la menace juridique s'est tue.
Marcus m'a appelé directement plus tard ce jour-là. Cette fois, sa voix était complètement différente. Il n'y avait plus d'arrogance, plus le rythme soigné d'un consultant donnant un séminaire, seulement de la panique pressée sous une fine couche de politesse. Il a dit qu'Ironbridge avait besoin de mon aide pour assurer la transition des comptes parce que l'entreprise perdait le contrôle. En l'écoutant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ni triomphe, ni peur, seulement une distance claire et tranquille. J'avais été autrefois la personne qui accourait automatiquement dès qu'Ironbridge commençait à vaciller. Mais ce jour-là, je ne leur appartenais plus. Je lui ai dit calmement qu'il avait clairement indiqué que j'étais surpayé, donc la personne embauchée au prix du marché pourrait sûrement gérer la transition. Il a essayé la raison, puis l'émotion, puis la culpabilité. Comme si mes 15 années de service étaient encore un atout dans lequel il pouvait puiser quand cela l'arrangeait. Mais il ne lui restait plus rien où puiser. Lorsqu'une entreprise transforme une personne en une ligne de coût, elle ne devrait pas être surprise lorsque cette personne part avec toute la valeur que la feuille de calcul n'a jamais su enregistrer. Marcus avait voulu économiser de l'argent. À la place, il avait appris à l'entreprise ce que valait mon absence. À la fin de ce trimestre, les revenus d'Ironbridge avaient chuté de 47%. Ce chiffre était plus glacial que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu imaginer. Après la perte de revenus sont venus les licenciements. Des équipes entières qui avaient travaillé jour et nuit pour maintenir les opérations fonctionnelles ont été découpées en morceaux pour compenser les pertes créées par la direction elle-même. J'en ai entendu parler par des personnes avec qui j'avais travaillé. Et chaque message portait une lourde tristesse. Je n'étais pas heureuse de les voir perdre leur emploi. Beaucoup d'entre eux avaient été de bons collègues. Même s'ils avaient eu trop peur de parler dans la salle de conférence ce jour-là. Je comprends la peur. Mais je comprends aussi que le silence a un prix. Marcus a progressivement disparu des réunions publiques. Puis la nouvelle est tombée. Le conseil d'administration l'avait démis de ses fonctions lors d'une session d'urgence. Quand j'ai lu cela, je ne me suis pas sentie victorieuse. J'ai senti qu'une boucle se bouclait. L'homme qui pensait pouvoir économiser 120 000 $ en m'humiliant avait coûté des centaines de millions à l'entreprise. L'homme qui avait qualifié ma rémunération d'indéfendable était devenu la propre décision indéfendable du conseil d'administration. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas le renvoi de Marcus. C'est la façon dont Ironbridge essayait encore d'utiliser des expressions comme conditions de marché inattendues, restructuration nécessaire et pression de l'industrie ou pour dissimuler ce que tout le monde savait. La vérité était beaucoup plus simple. Ils avaient insulté la personne qui maintenait les relations. Et ces relations sont parties. Je n'ai pas détruit l'entreprise. Je n'en avais pas besoin. J'ai quitté un rôle qu'ils prétendaient être trop cher. Puis je les ai laissés découvrir à quel point le vide laissé était grand. Parfois, la conséquence la plus propre est celle que l'on n'a pas besoin de toucher. Vous cessez simplement de protéger les gens des résultats de leur sous-évaluation à votre égard. Ironbridge n'a pas survécu à l'année intacte. 3 mois après la présentation de Marcus, l'entreprise a été discrètement acquise par un plus grand conglomérat pour moins de la moitié de sa valorisation précédente. La déclaration officielle citait les conditions du marché, les pressions sur la chaîne d'approvisionnement et la nécessité d'un repositionnement à long terme. Cela semblait raisonnable sur le papier. Mais tout le monde dans l'industrie savait que la cause profonde n'était pas le marché. C'était dans cette salle de conférence, où un homme trop confiant avait projeté mon salaire sur un écran en le qualifiant de problème. Quand vous humiliez la personne qui maintient les relations cruciales d'une entreprise, vous ne perdez pas simplement un employé. Vous amenez les clients à se demander si quelqu'un au sein de l'organisation comprend ou respecte leurs besoins. À ce moment-là, j'étais chez Northstar, dans un bureau avec vue sur le centre-ville de Houston, dirigeant une équipe qui comprenait que le mot partenariat n'était pas un mot décoratif pour les brochures. Northstar ne traitait pas mon travail comme de la gestion émotionnelle au sens péjoratif. Evelyn appelait cela de l'intelligence relationnelle stratégique. Et elle m'a donné l'autonomie nécessaire pour la construire correctement. L'ironie était impossible à manquer. Ironbridge avait autrefois essayé de réduire mon salaire pour économiser un peu plus de 100 000 $. À la fin, ils ont perdu des centaines de millions en essayant de prouver que la loyauté pouvait être remplacée par des feuilles de calcul. Je n'ai pas regardé cet effondrement avec joie. C'était plutôt comme regarder au ralenti un accident dont je m'étais déjà éloigné avant l'impact. Il y avait de la tristesse. Et il y avait des regrets pour les gens pris au piège à l'intérieur. Mais il n'y avait aucun regret d'être parti.
Si j'étais resté après ce jour-là, la plus grande perte n'aurait pas été l'argent. Cela aurait été le respect de moi-même. Et aucune rémunération, aussi importante soit-elle, ne justifie de rester là où votre dignité doit mendier pour être reconnue. Nordstar s'est développé plus rapidement que ce que les prévisions prudentes avaient prédit. En 6 mois, j'ai reconstruit un portefeuille de clients plus solide que celui que j'avais laissé chez Ironbridge. 43 clients. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens partenaires. Ils avaient fait la transition, non pas parce que j'avais promis des miracles, mais parce qu'ils avaient confiance en la stabilité qu'apportait ma façon de travailler. Evelyne m'a donné pleine autorité pour embaucher mon équipe, concevoir les processus et définir les principes des partenariats clients. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'excuser de comprendre que les gens comptent autant que les systèmes. Dans la fabrication aérospatiale, un retard d'expédition peut coûter des millions de dollars. Une explication vague peut nuire à tout un calendrier de production. Un appel téléphonique laissé sans réponse au mauvais moment peut amener un client à douter de toute la chaîne d'approvisionnement. Les gens ne font pas confiance au logiciel, au processus ou au rapport en eux-mêmes. Ils font confiance à la personne qui répond quand tout va mal. Lors de ma première réunion de bilan client chez Nordstar, un partenaire m'a souri et a dit qu'il était heureux que je sois de retour parce qu'il avait enfin l'impression d'avoir de nouveau affaire à des adultes. Cela signifiait plus pour moi que n'importe quelle récompense que j'ai jamais reçue. 1 an plus tard, le taux de croissance de Nordstar avait doublé. 18 mois après mon départ d'Ironbridge, la Global Business Review a publié une étude de cas sur une réduction de coûts de $20 000 qui a détruit $400 millions de revenus. L'article prenait Ironbridge comme un avertissement contre l'application de la logique d'alignement sur le marché à une entreprise fondée sur les relations. Mon nom ne figurait pas dans le titre. Et je n'en avais pas besoin. Les personnes qui devaient comprendre avaient déjà compris. J'ai encadré l'article et je l'ai placé sur mon bureau. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel que l'arrogance génère toujours une facture. Parfois, elle arrive simplement plus tard que le moment où les personnes arrogantes pensent avoir gagné. Aujourd'hui, 2 choses sont accrochées l'une près de l'autre dans mon bureau. L'une est ma plaque de direction chez Nordstar. L'autre est une photographie de cet écran de salle de conférence avec mon salaire affiché en rouge. Je la garde, non pas parce que je veux nourrir de la rancœur, mais parce qu'elle me rappelle que certains moments douloureux sont aussi des portes vers la liberté. Chaque fois que je regarde cette photographie, je me souviens du silence dans la pièce. Des regards qui se détournent. Du sentiment d'être rabaissé devant des personnes qui avaient bénéficié de mon travail pendant des années. Puis je me souviens de ce qui a suivi les appels. Les contrats qui partaient. Et la conséquence silencieuse qui n'a pas nécessité que je lève le petit doigt. Les gens me demandent ce que j'ai appris de tout cela. Je leur réponds que si jamais une entreprise vous qualifie de surpayé, ne vous précipitez pas pour argumenter. Laissez-les découvrir ce que coûte réellement votre absence. Mais cette leçon n'est pas seulement valable pour les salles de conférence. Elle a sa place partout où vous devez défendre votre valeur plus souvent qu'elle n'est reconnue. De l'amitié au mariage. En famille. Au travail. Toute relation peut transformer votre loyauté en un rabais si vous le permettez. Écrivez 3 endroits où vous vous sentez invisible ou sous-évalué. Demandez-vous ce qui s'effondrerait si vous partiez demain. C'est là que réside votre pouvoir de levier silencieux. Vous n'avez pas besoin de crier pour avoir de la valeur. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous en excuser. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est la dignité qui quitte un endroit qui ne la mérite plus.